Nous avons l'immense plaisir de recevoir Colette Ndjomgan, une figure éminente du Parti socialiste en Belgique. Actuellement échevine des sports dans la commune d'Etterbeek, Colette se distingue par son engagement politique et social, marqué par de nombreuses initiatives en faveur de la communauté. Dans cette interview, elle partagera avec nous son parcours politique impressionnant, les défis qu'elle a surmontés ainsi que ses projets et ambitions pour l'avenir. Bonjour Colette. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes une figure importante du Parti socialiste en Belgique et occupez actuellement le poste d'échevine des sports dans la commune d'Etterbeek. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours politique jusqu'à présent? D'abord, c'est amusant parce que vous dites important. Nous sommes tous importants, hein. Au Parti socialiste, en tout cas, tous les militants sont importants. Mais donc, voilà, disons que voilà, mon parcours politique, comme je dis toujours, je pense pas que j'étais vouée à faire la politique. Et donc, au départ, je suis médecin, ophtalmologue, et donc c'était tout tracé pour moi pour faire cette profession. Et arrivé ici, il y avait les problèmes d'équivalence, tous les trajets que j'ai suivis, et m'ont amené à m'intéresser plus à la situation des personnes qu'on met sur le côté, qui sont vraiment écartées, qui ne sont pas prises en compte pour leurs valeurs. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes d'origine justement africaine ou subsaharienne, ou même des personnes d'origine étrangère, globalement, qui arrivaient ici, ils doivent repartir à zéro, ils étaient mis sur le côté, alors que ces personnes sont vraiment des personnes qui ont des possibilités, des qualités, qui peuvent apporter beaucoup à la société. Donc c'est en m'intéressant vraiment plus à ces parcours, à ces vies, en m'indignant que je suis arrivée à la politique. Donc je suis arrivée en 2006, je me suis inscrite au Parti socialiste et en 2006 j'ai participé aux premières élections. Et je n'ai pas été élue. J'avais déjà mon cabinet ici à Édouard de Thibault. Comme je n'ai pas été élue, j'étais suppléante parce que j'étais vraiment très près d'être élue. Et donc en 2010, la place de suppléante me permet de passer conseillère communale. Et donc 2 ans, je suis restée 2 ans conseillère communale. Et en 2012, de nouveau, je me retrouve sur la liste numéro 2, sur la liste du Parti socialiste pour les communales à Etterbeek. Et c'est comme ça que je suis directement élue échevine de la santé, des académies, de la culture à la commune d'Etterbeek. Et donc j'entame mon premier mandat de 2012 à 2000, c'est 6 ans. Hein. 2012-2018. 2018, merci beaucoup. 2018. Et en 2018, je suis de nouveau réélue, je me représente à nouveau, et je suis de nouveau réélue échevine, et cette fois-ci, j'ai l'enseignement, la politique sportive, culturelle, je garde encore le centre culturel, le Senghor, et voilà, c'est comme ça que ma carrière politique se poursuit. Voilà. En parlant de votre engagement, vous avez créé une lunetterie sociale en 2016 pour rendre accessible le port d'une correction visuelle. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette initiative et son impact dans la communauté? Alors au départ, comme je disais, je suis ophtalmologue, je me retrouve en politique et je me rends compte que dans mon cabinet, des personnes arrivent et ont des difficultés d'avoir accès au matériel optique. C'est-à-dire les personnes que j'ai consultées aujourd'hui qui reviennent 1 an après avec des enfants en disant non, elle a encore mal à la tête, elle louche, elle a des problèmes. J'ai dit mais madame, j'ai prescrit des lunettes à cet enfant il y a quelques mois déjà. Et la dame qui me dit mais écoutez, il a cassé 2 fois ses lunettes. La mutuelle a déjà payé 1 fois, 2e fois. Moi je n'ai pas d'argent, je ne peux pas lui payer les lunettes. Et donc à partir de là je me suis dit ah, comme moi j'avais souvent l'habitude de collecter les lunettes pour envoyer en Afrique, le matériel que j'envoyais régulièrement en Afrique, je me suis dit, tiens, il y a des gens plus près de moi que je peux aider aussi avec ce système. Et il y a eu le contrat de quartier durable Chasse-Gré qui est arrivé à Etterbeek et on devait proposer des projets socio-économiques.
Et en tant qu'échevine de la santé, j'ai proposé ce projet-là, qu'on finance ce projet. Et je me suis impliquée totalement parce que tous les samedis matins, il fallait aller ici, Eudor Pirmé, recevoir les gens, consulter gratuitement. Et puis, quand on récolte les verres, il faut encadrer les bénévoles, encadrer les opticiens. Toute l'équipe au départ, il fallait les encadrer, leur montrer comment on entretient le verre, on nettoie, on désinfecte, et alors mesurer et mettre à disposition des personnes qui ont besoin. En fait, à la base, il faut faire une enquête sociale pour ne pas donner des lunettes comme ça aux gens. Et donc, c'était très souvent des personnes qui avaient déjà des documents sociaux importants. Et donc, on a recruté un assistant social mi-temps pour pouvoir faire cette enquête sociale, de pouvoir vraiment, si les gens ont réellement besoin ou pas. Donc, on s'est retrouvé à outiller des personnes sans papier, beaucoup de personnes sans papier d'origine africaine, mais aussi des personnes SDF, qui sont des personnes qui sont belges ici, qui sont en rue, et des personnes aussi qui passent une étape difficile, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et pour lesquelles les lunettes ne sont pas prioritaires. Et donc, on a fait comme ça, et finalement, on s'est rendu compte que ça nous a permis de côtoyer beaucoup de personnes précarisées, de personnes fragilisées. On a beaucoup collaboré, et jusqu'à présent, on collabore avec plusieurs associations qui s'occupent des personnes précarisées. Nous collaborons avec le SAMU social, nous collaborons avec plusieurs ASBL, la coordination des sans-papiers. Grâce à ce projet, nous avons vraiment des bons contacts avec toutes ces personnes, et aussi avec des personnes, et évidemment des personnes afrodescendantes qui font partie des sans-papiers que nous côtoyons aussi. Et ces personnes doivent-elles vivre dans la commune d'Etterbeek ou plutôt généralement à Bruxelles? Pas du tout. Tout le monde, on ne demandait même pas. Au début, on voulait d'abord se concentrer sur Etterbeek, et puis après, le besoin est tellement important qu'ils ont commencé à nous envoyer les gens de organismes sur toutes les communes. Et donc, on fait juste une enquête un peu stricte, vraiment stricte, parce que la mutuelle donne des lunettes aussi aux personnes qui ont une mutuelle. Ils ont accès maintenant. On a la mutuelle. Les mutuelles ont amplifié, ont élargi leur remboursement pour les lunettes depuis lors. Et donc, il y a quand même des forfaits, il y a des possibilités d'avoir des lunettes. Et donc, on a, nous aussi, vissé un peu plus. Et on a vraiment continué à dépanner les personnes qui sont très nécessiteuses. C'est vraiment des personnes du quart monde. En plus de votre travail en santé et en inclusion sociale, vous avez également mis en place des cafés citoyens à Etterbeek. Comment ces initiatives contribuent-elles à renforcer le lien social dans votre commune? Justement, c'était le but, et je pense que les cafés citoyens, ça fait déjà 9 ans, le premier café citoyen. Et imaginez-vous que c'est tous les 3 mois qu'on a un café citoyen. Et ça consiste en quoi? Et ça consiste justement à traiter d'une problématique qui intéresse les personnes. Ça peut être, comme par exemple, on a beaucoup traité sur les réfugiés, parce que ça permettait pour moi, il fallait un milieu, un endroit, un lieu où on pouvait débattre vraiment ouvertement, sans tabou, de ce qui préoccupait la population ici à Etterbeek. Et comme le centre culturel, c'est un lieu d'éducation permanente, c'est un lieu d'émancipation, c'était un lieu d'échange culturel, je me suis dit, ici, on va faire les cafés citoyens. Et ça consiste aujourd'hui et depuis lors à mettre un thème à l'ordre du jour, comme par exemple, on a parlé des réfugiés, parce qu'il y a beaucoup de tabous. Beaucoup de gens ici dans la population belge prenaient les réfugiés comme des personnes qui viennent profiter de leur pays ou bien qui sont dangereux. Ils prenaient les personnes qui sont immigrées comme des personnes, certaines personnes qui sont immigrées comme des voleurs qui viennent leur voler, soit de leur travail, leur argent, leur maison. Alors, petit à petit, ça vraiment, vraiment, après 9 ans, je vois le changement, parce que l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas, pour moi, ça donne l'ignorance. Alors maintenant, les gens qui ne se côtoient pas se méfient l'un de l'autre. Alors qu'avec les cafés citoyens, on a permis vraiment d'améliorer la cohésion, on a permis que les gens se rencontrent, qu'ils discutent.
Des gens qui ne pouvaient jamais se rencontrer nulle part se sont rencontrés grâce au café citoyen. Autour d'un café, on arrive, on prend un café avec croissant ou je sais pas quoi, des bonnes choses, toujours un peu des bons trucs, des légumes, des trucs africains aussi, des trucs de plusieurs pays. D'abord, on rencontre la culture du pays en rencontrant la nourriture. Et après le café, on débat d'un sujet. Par exemple, le sujet, c'était les réfugiés. On a parlé beaucoup des réfugiés. On a parlé des sans-papiers. Quelle est la situation? On a invité la coordination des sans-papiers. Ils sont venus expliquer. On a invité des sans-papiers qui sont venus expliquer comment ils se sont retrouvés sans-papiers, comment on peut les aider. Donc, il y a des personnes qui ont pris vraiment leurs problèmes à bras le corps pour pouvoir aider ces personnes. On a parlé aussi plusieurs fois dans les cafés citoyens de l'handicap des afro-descendants. Parce que certains afro-descendants disaient, nous sommes déjà afro-descendants, donc on est déjà un peu exclus parce qu'on est rejeté dans certains milieux. En plus, quand tu es handicapé, j'ai été approché par des personnes qui ont un handicap, un groupe de femmes qui avaient des handicaps et qui sont afro-descendants qui m'ont dit, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous, déjà, même vous marchez sur vos deux pieds. Nous, qui avons un handicap en plus afro-descendant, je ne vous dis pas comment les gens nous regardent. On nous regarde comme si on était vraiment des déchets de la nature. Et donc, nous, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, on a envie de dialoguer, on a envie de sortir de l'ombre, de sortir de nos cœurs tout ce qu'on a. Et donc, pour moi, le but, c'était de permettre de dialoguer, de permettre l'ouverture, de permettre de mettre les choses sur la table, de ne pas faire semblant, de créer les ponts, créer les liens durables. Pas seulement les liens de passage, pas un contact simple, mais un lien durable. Et de cheminer ensemble dans un parcours vraiment d'amélioration du mieux vivre ensemble. C'était vraiment de permettre aux gens de faire plutôt des choses ensemble. Parce que vivre ensemble sans faire les choses ensemble, vous pouvez vivre ensemble, vous marchez de façon parallèle. Mais quand vous faites des choses ensemble, vous créez un lien et le faire ensemble fait que vous avez le même futur. Puisqu'on n'a pas le même passé, finalement, en faisant les choses ensemble, nous avons le même objectif, que ça marche. Et donc, nous créons le même futur. Et c'était ça mon but. À un petit niveau, au niveau que je peux faire. Et je vous dis, il y a des cafés, on s'est retrouvé à 100. Il y a des cafés, il y avait 10. Il y a des cafés, il y avait 20 personnes. Il y a des cafés. Mais à chaque fois, les thèmes étaient vraiment choisis par la population, par les suggestions de la population. On a discuté aussi sur l'accès des soins de santé. Vraiment, c'était des thèmes qui préoccupent les gens et qui ont envie d'exprimer. C'était vraiment ça. En tant qu'échevine des sports et présidente du Centre culturel Senghor, quelles sont vos priorités pour l'avenir des terres? Alors, ma priorité, je vais encore parler de cohésion, je vais encore parler de vivre ensemble. C'est encore d'améliorer ce vivre ensemble. Parce que comme vous le voyez, il y a des jeunes d'origine afrodescendante et des jeunes même qui se sentent frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils voient des signes dans l'espace public qui montrent qu'ils sont des sous-hommes. Et depuis, plusieurs mouvements ont pris ça à le corps depuis des années. Et nous, ça fait 6 ans que nous faisons des balades, on a fait des balades décoloniales pour aussi essayer d'impliquer tout le monde. On a créé ici à Etterbeek un dialogue décolonial. On a même fait des soirées avec, pour essayer de sortir un manifeste ou comment je vais dire, pour essayer de sortir un cahier d'ordre, une feuille de route pour pouvoir que tout le monde s'y retrouve. Parce que comme vous voyez dans certaines communes, il y a des personnes qui ont renversé, ont voulu casser même la statue de Léopold II. Et au niveau de certaines communes aussi, on a changé des noms de rues et tout ça. Certaines personnes dans les populations étaient vexées, très fâchées. Parce que c'est leur histoire. Ce qu'on peut comprendre, c'est leur histoire, c'est normal. Mais de l'autre côté, les personnes qui voient ça disent, oui, c'est votre histoire, mais nous, ça nous choque aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Comment trouver comment concilier ça? Oui, parce que, donc, par exemple, le roi Léopold est considéré comme un grand roi du côté belge, mais plutôt criminel du côté congolais ou africain. Oui, c'est ça. Et c'est difficile à accepter pour les autres, pour les gens
les descendants, pour les familles, que oui, celui qu'on prend pour un héros, on vient maintenant dire de l'autre côté que c'est un criminel. C'est aussi difficile pour les jeunes afro-descendants d'accepter que oui, on a coupé les mains de leurs parents parce que, soi-disant, ils ne cultivaient pas le cacao, le café. Mais c'est des choses que je dis qu'il faut dire. Il ne faut pas avoir peur de parler, de trouver un consensus, de trouver une contextualisation, pourquoi pas, pour que les gens s'y retrouvent chacun. Donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question, c'est que la priorité, c'est se vivre ensemble. Parce que nous n'avons pas le même passé, on ne vient pas, on n'a pas les mêmes origines. Chacun vient chargé de sa culture, chargé de son passé, chargé de ses problèmes. Et Bruxelles foisonne de plus de 85 nationalités. Et Québec aussi. Alors il faut que ces gens puissent vivre ensemble dans la paix, qu'ils puissent construire ce pays ensemble, qu'ils puissent ensemble pouvoir réaliser des choses belles et pouvoir être fiers de l'avoir fait et laisser un super héritage aux jeunes générations qui arrivent. Donc Etterbeek n'est pas en reste. Par la culture, je pense que c'est aussi un outil très important, la culture. C'est un moteur de cohésion, c'est un moteur d'échange, c'est un moteur aussi de fierté. Et je pense que via la culture, via le Centre culturel Senghor, on peut continuer à débattre de ces problèmes et continuer à affiner, à améliorer vraiment les situations dans le cadre du lien social. En tant que candidate du Parti socialiste et étant placée en 20e position sur la liste PS à la région, vous occupez un rang difficilement éligible. Comment envisagez-vous de mobiliser votre campagne pour surmonter ce défi et défendre vos idéaux au sein de la région? D'abord, la question, vous savez, chaque fois que je reprends, quand la question est un peu spéciale, je me reprends parce que difficilement éligible, ça c'est le dialogue des gens qui pensent qu'il faut toujours être dans les premiers noms pour être éligible. N'oubliez pas que le PS est un grand parti. Le PS aujourd'hui a 17 députés et 2 ministres. Donc le PS, déjà, si tu es après les 17 députés, les 2 ministres, et que tu n'es ni député du ministre, et si tu es le premier après eux, on ne peut pas dire qu'on ne t'a pas considéré déjà, un. On ne peut pas dire qu'on ne te respecte pas, de un. Et de deux, même dans notre liste, si vous regardez bien, il y a des ministres, il y a des députés après moi. Parce qu'on a voulu privilégier des jeunes qu'on veut lancer. Il y a une arithmétique politique. Il y a des jeunes qu'on veut lancer, donc on a inséré entre les députés. Et parce qu'il faut la relève. Donc le parti pense à la relève. Et donc du coup, ça fait qu'il y a même des députés derrière moi. Ils ont tenu compte de vouloir aussi privilégier les minorités et tout ça. Et donc c'est pas un petit parti où il y a 2 députés ou 3 députés pour qu'on ait facilement 2e ou 3e place. Et puis la deuxième chose que je peux dire, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime les défis. Je suis quelqu'un qui, si on me connaît, ça ne peut pas être étonnant. Je n'aime pas qu'on me pousse. J'ai jamais aimé faire un deal, venez, mettez-moi là et puis après je vais faire ce que vous voulez. Et non, moi j'ai toujours voulu gagner ma place par mon travail, par ma force. C'est cet exemple que je veux transmettre aux jeunes. Je ne veux pas transmettre aux jeunes l'exemple de la personne qui s'est planquée, qui est venue se planquer pour juste bénéficier du pot et puis après qui n'a rien à dire. Parce que quand tu bénéficies du pot, sois sûr que dans ton parti, même si tu fais le malin ou la maligne, les autres, ils savent, on sait qui a bénéficié du pot. Et je peux vous dire que il y a des gens qui peuvent vous manquer de respect parfois facilement. Nous aussi, on a envie de te dire, fais juste ce qu'on t'a dit de faire. Si on t'a mis là, c'est pour que tu fasses ça, tu fasses ça. Tu sais bien que c'est pas de toi-même que tu es arrivé là. Donc, tu fais ce qu'on t'a dit de faire. S'il y a des non-dits dans les gestes, dans les actes, dans les chiffres, dans les positions politiques, que les gens ne comprennent pas. Moi, je suis une personne libre. Honnêtement, libre. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de vivre, pour lequel, si ça ne va pas, je laisse tomber. Je pars. Parce que si je suis là, c'est pas pour faire plaisir aux gens ou faire plaisir aux autres, c'est pour défendre des idées que j'ai par rapport à la situation des afro-descendants ici en Belgique. Et si on ne veut pas appliquer ce que je propose et que je vois que je perds mon temps, je peux te dire que je serai la première à dire, même si je ne dure pas, prenez vos histoires, moi j'ai autre chose à faire.
Or, quelqu'un qui ne vit que de ça, ou qu'on a mis là, juste parce qu'on a dit tu es là et tu vas faire ça, il va faire ça. Mais moi je pense que moi je suis écoutée. J'aime bien au Parti Socialiste parce que je suis écoutée. Parce que on va m'écouter. Parce qu'on se dit, ah celle-là, c'est pas, on n'a pas trop de quoi la tenir. Il faut l'écouter. Parce que si, sauf si on n'a plus envie de me voir, c'est pas un problème. Mais je suis quelqu'un des challenges, je suis quelqu'un qui veut montrer aux jeunes, à notre jeune génération, qui a moyen. Je veux être vraiment une image pour nos jeunes. Je veux être un espoir pour nos jeunes. Je ne veux pas leur dire, oui, vous allez choisir la plus facile, le chemin le plus facile, le chemin le plus... Et ce n'est pas vrai, la vie n'est pas faite des chemins faciles. Les chemins sont difficiles, malheureusement. Il y a des embûches. Il faut leur dire la vérité. Il faut pas qu'ils fuient à la première difficulté en disant « Ah non, moi je vais là-bas parce que là-bas c'est facile. » Non, ce n'est pas facile. Donc pour moi, c'est comme ça que je veux incarner les choses. Et dire que difficilement élu, toutes les élections sont difficiles. Mais on se bat, il y a des possibilités, il y a des gens qui sont en concordance avec nos idées et il y a des gens qui croient que je vais faire ce que je leur promets. Parce qu'il faut aussi la crédibilité de la personne. La crédibilité de la personne, vous voyez, il y a des gens qui sont 75e. Il y a plein. Tous ces des grands barons, là, mon bourgmestre, les 75e sur la liste. Il sait qu'il va être élu. Il n'a pas eu besoin de venir se mettre deuxième ou troisième pour être élu. Il sait bien qu'il va être élu. Parce que les gens croient, quand les gens croient en ce qu'il va faire, voilà, on sait que voilà, on va appliquer ça. Elle va vouloir faire ce qu'elle a dit. Donc pour moi, c'est une question de confiance, c'est une question de lutte, de combat, c'est une question de vouloir aussi faire entendre nos voix. Voilà. Vous êtes d'origine camerounaise, hein, il faut le rappeler. En tant que membre de la communauté camerounaise en Belgique, comment vous vous impliquez dans cette communauté? Voilà, beaucoup. Franchement, j'ai été élu ici à Etterbeek. Je dis toujours aux gens, je suis des chevines d'Etterbeek. Je ne suis pas les chevines du Cameroun. Mais je vous dis, il ne se passe pas un jour que je n'ai pas un coup de fil d'un Camerounais d'origine ou de quelqu'un qui a amené un autre Africain pour demander une aide pour soit une salle pour un événement, soit il a introduit pour une demande, pour un logement, je ne sais pas quoi, il faut le conduire, il faut l'aider, il faut lui montrer le chemin, parce que ce n'est pas facile de trouver son chemin dans ces structures qui sont faites un peu parfois en voulant aider les gens, mais plutôt les gens vont directement vers ceux auxquels ils s'identifient. Quand ils voient une personne qui a la peau noire, ils vont vite vers cette personne. Ils ne vont pas aller vers un échevin de race blanche pour lui demander de l'aider pour X ou Y truc. Difficilement, en tout cas, j'ai remarqué. Ils vont facilement vers moi. Et à la rentrée, il y a des mamans qui viennent me dire « Oh, vraiment, pour l'école de l'enfant, j'ai pas eu la place. » Et donc, moi, je l'aide à chercher à trouver une école. Les fêtes, régulièrement, la communauté camerounaise adore les fêtes. Donc, régulièrement, les samedis, je suis invitée ici ou là, pour venir soutenir, pour venir donner du peps à la fête, relever la fête et tout. Et je vous dis que même en période non électorale, pendant les périodes où on n'est même pas, je suis épuisée parfois. Parce qu'ils disent marraine, parfois je découvre juste que je suis marraine sur un prospectus. Très souvent, je découvre, allez, je dis encore moi la marraine aujourd'hui. Vraiment, choisissez quelqu'un d'autre. Non, maman, viens. On sait que quand tu vas venir, il y a des gens qui vont s'y venir. Ils vont, voilà, ça va me mettre plus de visibilité à mon projet. Donc, je passe mon temps à rendre visibles les projets des autres, à visibiliser leurs projets, à amplifier leurs projets, à leur permettre de s'épanouir. Et c'est ce que je fais partout, que ce soit des Européens, que ce soit des non-Européens, et que ce soit aussi dans la communauté africaine et camerounaise spécialement, qui viennent beaucoup vers moi. Je rends plus visible leurs projets, je permets qu'ils puissent aboutir. Et donc, vraiment, dans toutes les situations, on se retrouve, on est allé partout, on s'est déjà retrouvé
même au centre fermé pour aller revendiquer qu'on libère quelqu'un. Je me rappelle encore, il y a même pas 6 mois, on est allé revendiquer parce qu'on avait mis quelqu'un en centre fermé qui était de passage et qu'on a pu libérer. Et c'était quelqu'un d'origine camerounaise. Mais ce qui fait que tu peux te retrouver dans toutes les situations, vraiment. Parce que vraiment la vie n'est pas facile ici quand tu es d'origine immigrée. Il y a toujours des embauches, des embûches, des difficultés. C'est pas facile pour personne, ça c'est vrai. Mais aussi encore plus difficile pour ceux qui viennent et qui ne connaissent pas les rouages. Donc moi je me retrouve aussi dans les revendications des étudiants. Je marche avec les étudiants, je fais des marches. Je me retrouve dans les cabinets de la ministre en train de revendiquer avec un groupe pour les étudiants, pour le Minerval. Donc je suis partout. Vraiment, je ne peux pas dire concernant la communauté camerounaise. Je me retrouve dans toutes les situations, même que je ne pouvais pas penser que je vais me retrouver. Parfois même on est en train d'expulser quelqu'un et on se retrouve là en train de l'aider. Voilà. Donc c'est plus le social aussi. Voilà. Un dernier mot. Par rapport à quoi dire que voilà, je suis contente que vous soyez là, que M. Bonnier, un grand journaliste de renom, qui a quand même déjà pignon sur rue, s'intéresse à moi en ces élections, dire que je suis numéro 20 sur la liste du Parti Socialiste pour la région, pour les candidats députés, et demander aux personnes qui vont nous écouter de me faire confiance, parce que je pense que je peux, vraiment je ne dis pas à 100% que je vais tout faire, c'est faux, je respecte trop les autres pour leur mentir, mais que je vais essayer vraiment de respecter mes engagements et qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine des discriminations, dans l'emploi, dans le logement, dans le sport, même dans les écoles, malheureusement, il y a encore beaucoup à faire dans le domaine des violences faites aux femmes. Il y a encore beaucoup à faire dans l'accès des soins de santé, dans l'accès au sport. Il y a encore tellement à faire dans la cohésion sociale, améliorer le vivre ensemble, améliorer vraiment, voilà, construire ce pays qui nous a accueillis et qui nous permet de réaliser des choses. Il y a encore à faire de ce côté-là. Et dans l'exemple qu'on veut montrer à nos jeunes, dans la route qu'on veut tracer à nos jeunes, il y a encore à faire, même comme maintenant je pense plus à tirer les jeunes, à les mettre sur le chemin pour pouvoir nous relayer, parce qu'il faut la relève, on n'est pas éternel, on vieillit tous. Donc dire que vraiment il y a du travail et nous sommes tous, moi je suis prête à continuer ce travail pour le moment et je suis aussi contente que des jeunes puissent s'y mettre pour que je les accompagne. Voilà. Merci beaucoup Colette. Merci. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater.